Bonjour à tous et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On est toujours Fanny et Anna, et aujourd'hui, on a décidé de vous parler de Un Américain à Paris. En effet, la pièce va se jouer à nouveau au Théâtre du Châtelet du 28 novembre au 1er janvier 2020 et c'est pour nous l'occasion de revenir sur cette œuvre sous tous ses aspects, donc à la fois le film et la comédie musicale sur scène. Donc à l'origine, Un Américain à Paris, c'est une œuvre symphonique du compositeur George Gershwin. Mais Anna, qui est George Gershwin ? C'était magnifique cette introduction. Alors, George Gershwin, c'est un grand compositeur américain qui a fait à la fois des œuvres orchestrales, donc vous connaissez peut-être le célèbre Rhapsody in Blue, et des chansons qu'il a écrites avec son frère Ira, qui était parolier. Chansons qui sont devenues des standards du jazz, comme Summertime, Swanee, I Got Rhythm, Let's Call the Whole Thing Off, They Can't Take That Away From Me, Lady Be Good, et de nombreux autres. La plupart de ces chansons ont été écrites pour des comédies musicales dans les années 20 et les années 30. Les frères Gershwin ont écrit la musique en fait pour une quinzaine de comédies musicales, scéniques ou cinématographiques, dont par exemple Lady Be Good, Strike Up the Band, Funny Face ou encore Girl Crazy. Ils ont aussi écrit Porgy and Bess, qui est une œuvre très célèbre à la frontière entre l'opéra et la comédie musicale. Alors, Un Américain à Paris, c'est une œuvre de 19 minutes, datant de 1928, qui est divisée en 5 parties, et donc dans laquelle Gershwin essaie d'exprimer un peu qu'est-ce que c'est d'être un Américain et de se promener dans Paris. On a une première section avec Gershwin qui essaie de recréer les sons de la ville pour donner une impression, on va dire, de la vie parisienne. On entend notamment les klaxons. Je vais pas chanter cette partie-là, mais vous reconnaîtrez sûrement si vous connaissez déjà l'œuvre. Et on a ensuite notamment une partie lente, très romantique et très très belle. Parlons maintenant du film Un Américain à Paris, sorti en 1951, réalisé par Vincente Minnelli, produit par la MGM, nos amis de la MGM que nous aimons tant. Alors, quelle est l'origine du projet de ce film ? Eh bien, c'est justement de faire un film autour du répertoire de George Gershwin, ce qu'on appelle en fait aujourd'hui un jukebox musical, qui avait été fait notamment quelques années auparavant avec Easter Parade, Parade de printemps de Charles Walters avec Judy Garland et Fred Astaire, qui reprenait le répertoire des chansons de Irving Berlin, et ce qui sera fait l'année suivante avec Singin' in the Rain, qui reprend les chansons de Arthur Freed et de Nasir Hope Brown. À la différence des deux films que tu viens de citer, Anna, évidemment ici, rien n'a été composé en plus pour le film, puisque George Gershwin était déjà décédé à l'époque où le film a été réalisé. Mais comme le catalogue en fait des Gershwin était extrêmement vaste, ça a vraiment permis de tricoter facilement une histoire autour de ces chansons qui sont très très variées. Le scénariste Alan J. Lerner disait ainsi qu'il avait vraiment beaucoup de choix pour chaque type de chanson qu'il recherchait. Par exemple, pour le duo romantique, il aurait pu tout aussi bien utiliser Our Love is Here to Stay, ce qui a été le cas, ou encore Our Love Walking. Un Américain à Paris va donc mélanger des choses très très diverses dans l'œuvre de George Gershwin. Et on va avoir un peu les deux aspects de sa musique, donc à la fois l'aspect savant incarné par Oscar Levant, notamment dans la séquence sur laquelle on reviendra du concerto en fa pour piano, solo et orchestre, tandis que Gene Kelly va plus, lui, incarner le côté populaire de sa musique, avec des grands classiques comme I Got Rhythm ou encore It's Wonderful, puisque Gershwin, il est vraiment à la frontière entre ce qu'on appelle le légitime ou le moins légitime. Et donc, de quoi ça parle, Un Américain à Paris ? Quelle histoire avons-nous bien pu dégoter autour des chansons de George Gershwin ? Eh bien, je vais te la raconter à ma manière, parce que j'ai complètement rédigé ce synopsis, je n'ai pas copié-collé nulle part. Bravo. Un Américain à Paris selon Anna Marmies. Jerry Mulligan est un peintre, ancien GI installé à Paris, à Montmartre. Il a un ami pianiste, Adam, qui lui-même a un ami chanteur, Henri Borel, qui lui-même a une petite amie, Lise, que Jerry ne connaît pas encore. Dans la rue, alors qu'il essaie de vendre ses tableaux, Jerry rencontre une femme du monde, Milo, qui est intéressée par son art, et par lui. Lors d'une soirée avec Milo, Jerry rencontre par hasard Lise et tombe amoureux d'elle. Elle aussi, même si on verra qu'il a un petit peu insisté pour que ce soit réciproque, mais elle est engagée auprès d'un autre homme, Henri donc, vous avez suivi. Henri et Jerry ne savent pas qu'ils aiment la même femme. Seul Adam finit par le comprendre, ce qui le met dans l'embarras, forcément. Lors d'une soirée avec Milo, Jerry tombe sur Henri et Lise et comprend tout. Celle-ci va partir aux États-Unis avec Henri et ils vont se marier, malgré le fait qu'elle soit elle aussi amoureuse de Jerry. Alors Jerry est tristouné, Milo comprend en fait la situation et elle accepte, mais finalement
Liz revient vers lui, et tout est bien qui finit bien. Oui. Donc, bon, j'aurais dû dire avant, mais spoiler. Le film est un peu précurseur, non, d'un espèce de gros trend de films musicaux qui vont se dérouler à Paris, qui sont sortis pour la plupart à la fin des années 50. Donc, il y a Funny Face, avec Fred Astaire et Audrey Hepburn, il y a La Belle de Moscou, auquel on a consacré un épisode, et il y a Gigi, où on retrouvera, en 58, Leslie Caron. On peut aussi citer Lily, aussi avec Leslie Caron, et un petit bout de Daddy Long Legs, le tout début. Encore avec Leslie Caron. Encore avec Leslie Caron. Dès qu'on va à Paris, elle est là. Il y a aussi une petite dimension backstage à travers le personnage justement d'Henri Borel, qui est chanteur. Et on a notamment un numéro qui se déroule sur scène, un numéro qui s'appelle I'll Build a Stairway to Paradise, qui est dans le style cabaret, avec un grand escalier et des girls en costume extravagant. À propos de ce numéro, ce que Saul Chaplin, donc, qui était co-directeur musical sur le film, explique, c'est qu'il s'agit en fait d'une référence aux Folies Bergères, et donc pour eux, le Folies Bergères, ça veut dire qu'il y a un escalier indispensable. Mais je trouve ça assez marrant en fait, parce qu'aujourd'hui, on le lit plutôt comme une référence aux Ziegfeld Follies. On avait oublié en fait ce dont les Ziegfeld Follies sont redevables aux Folies Bergères. J'avais oublié d'ailleurs moi ces femmes chandeliers qui posent encore d'ultimes problèmes en termes de réification des corps féminins. Mais voilà, c'est un numéro qu'on lit comme Ziegfeld Follies alors qu'en fait c'est une tradition française. Le film Un Américain à Paris a été donc produit au sein de la fameuse Freed Unit de la MGM, donc on en a déjà un petit peu parlé, mais l'unité qui a été donnée à Arthur Freed pour qu'il fasse un peu ce qu'il voulait, qu'il produise des super films musicaux, ce qu'il a fait. Sur l'origine du film, alors il y a plusieurs versions, on va pas mal discuter au long de cet épisode des différentes versions sur ce qui s'est vraiment passé. Par exemple, pour Chanson de la pluie, on avait aussi un peu ce cas où c'était jamais très sûr. Oui, exactement. des anecdotes qui ne concordent pas. Exactement. Donc, moi j'ai lu que Arthur Freed a vu un concert de An American in Paris à la fin des années 40 et qu'il a croisé Ira Gershwin, donc le frère de George, à l'entracte et qu'il lui a proposé d'acheter les droits. George Gershwin était décédé depuis 10 ans, donc c'est Ira qui s'occupait de ça. Donc ça, je l'ai lu dans la biographie de Gene Kelly qui s'appelle A Life of Dance and Dreams. Mais Fanny a lu autre chose. Moi, dans un livre consacré à un Américain à Paris, un livre qui s'appelle The Magic Factory OMGM Made an American in Paris, un livre de Donald Knox, j'ai le témoignage d'Arthur Freed qui raconte que c'est lors d'une soirée qu'il passait chez Ira Gershwin à jouer au billard, parce qu'en fait il était très ami avec les Gershwin depuis l'époque de New York, où il les fréquentait quand Arthur Freed n'était alors que parolier. Donc ils étaient en pleine soirée billard avec Ira, et à 2h du matin, il se trouve évidemment à parler boutique, et Freed lui dit comme ça en passant qu'il avait envie de faire un musical à Paris, et que du coup il aimerait bien avoir les droits de la pièce, enfin le morceau Un Américain à Paris. Ira a dit ok, mais alors faut faire un musical entièrement sur l'œuvre de George Gershwin, et Freed aurait dit ok, c'est vendu, et voilà, ça aurait été fait comme ça. Est-ce que ça s'est passé à une entracte ou autour d'une table de billard? On ne le saura jamais. Les deux sont intéressants, les deux sont très mondains dans l'ensemble. Oui. Les deux sont vraisemblables, donc. Exactement. Alors le film, comme je le disais, il a été réalisé par Vincente Minnelli, donc grand réalisateur qui a la carte à la MGM à cette époque, malgré l'échec commercial de sa dernière comédie musicale en date, Le Pirate, de 48, avec Gene Kelly, Judy Garland, qui n'avait pas très très bien fonctionné. Alors le scénario, comme on l'a dit, il a été écrit par Alan J. Lerner. On a déjà parlé de lui plusieurs fois. C'est un célèbre parolier et librettiste, notamment de My Fair Lady, de Brigadoon, de Camelot et de Gigi, qu'il a tous écrit avec Frederick Lowe, qui a composé la musique de ses œuvres. Donc Alan J. Lerner, il a écrit le scénario à partir d'une idée originale de Gene Kelly, donc qui est l'acteur principal du film. Cette idée, c'est celle d'un GI qui serait resté à Paris après la guerre et devenu peintre. Autre membre de l'équipe, c'est Irene Sharaff, qui a conçu les costumes et aussi travaillé à la direction artistique, c'est-à-dire au décor. On a déjà parlé d'elle plusieurs fois, elle a travaillé sur de nombreux films, dont Meet Me in St. Louis, donc déjà avec Minnelli. Et plus tard, en 53, elle fera aussi Brigadoon avec lui, mais elle a aussi travaillé sur Guys and Dolls, The King and I, West Side Story, Funny Girl, donc elle était partout. Et il y avait aussi un autre costumier qui a travaillé avec Irene Sharaff sur ce film, c'est Walter Plunkett, lui aussi, qui était très très connu. Costumier de Autant en emporte le vent, et aussi de Madame Bovary, la version de Minnelli, et également de pas mal de films musicaux comme Annie Get Your Gun, Showboat, Summer Stock, puis après Un Américain à Paris, il fera aussi les costumes de Chantons sous la pluie. Le tournage a eu lieu à l'été 1950. Gene Kelly voulait tourner à Paris, un peu de la même manière que certaines scènes de On the Town, le film de 49, avaient été tournées on location à New York,
mais Freed refuse, sans doute pour des questions d'argent. Et donc dans le film, il y a seulement 2 establishing shots. Il n'y a pas vraiment d'équivalent français à ce terme, mais ça veut dire un plan qui établit un peu la situation. Donc des plans larges qui ont été tournés à Paris par une seconde équipe qui est allée quelques jours à Paris et puis qui sont revenus. Qui sont les tout premiers plans du film, hein, c'est ça, c'est qu'on a la suite de paysages. Oui, c'est les premiers plans du film et je crois qu'il y a un autre plan avant la dernière scène qui est aussi un plan large, mais j'ai plus le détail exact. Qui nous redit « Nous sommes bien à Paris ». Exactement. Moi, ce que j'ai lu, c'est que Saul Chaplin et Gene Kelly voulaient faire un numéro avec la chanson Somebody Loves Me. L'idée de ce numéro, ça aurait été de faire danser Gene Kelly et Leslie Caron à travers tout Paris, et notamment dans ces lieux emblématiques que sont le Jardin du Luxembourg, les Tuileries, la Place de l'Étoile, en chantant et dansant. La manière, justement, de l'ouverture de On the Town. Et un peu à la manière de Bonjour Paris dans Funny Face. Ça sera fait après dans Bonjour Paris, cette invasion des Américains de la capitale. Et en fait, Gene Kelly aurait réalisé que ça serait impossible vu la condition physique de Leslie Caron. C'est lui qui le dit. Hein. Mais pourquoi Parce qu'elle était trop frêle elle aurait été pas assez forte en fait pour tourner et danser toute la journée. Enfin, je pense par rapport au rythme en fait qu'impose le cinéma, parce que ce qu'il dit, c'est que lorsqu'on va tourner sur site, enfin, faut rentabiliser quoi. Faut tourner toute la journée. C'est pas, on n'y va pas pour tourner 3 heures. Et quand il a vu que ce serait pas possible, ils auraient abandonné cette idée. Et du coup, tout entière l'idée de tourner en décor réel. Mais en revoyant le film, là, moi, je me suis dit que je pense qu'une partie essentielle du charme du film tient au fait que c'est dans un Paris de carton-pâte, en fait. Oui, c'est vrai. Je pense que ça aurait vraiment côté artificiel, peu d'intérêt si c'était vraiment à Paris. Mm. Et ce qui m'a fait rigoler aussi sur notamment l'évocation du Jardin du Luxembourg, dans cette idée de numéro qui a été abandonnée, c'est qu'on va retrouver la même chose dans Gigi. Parce que c'est pas au Luxembourg qu'il est quand il chante je crois. Louis Jourdan, là, Gigi, tu es formidable. Et donc du coup, ça sera pas filmé à Paris, mais sur le lot number 2 des studios de la MGM à Culver City. Bah, là encore, dans le livre Magic Factory, j'ai trouvé intéressant de voir des photos des décors de la rue de Paris de la MGM, et notamment de voir que les immeubles, parce que j'avais jamais prêté attention à ça, les immeubles qui sont filmés en fait n'ont pas de toit, et le toit est rajouté après avec la technique de matte painting. En fait, l'immeuble est complété, en post-production, hein, donc comme quoi les techniques de remplacer certaines façades ou remplacer certains bâtiments, par exemple dans les reconstitutions historiques, hein, ce qui est fait beaucoup aujourd'hui numériquement, d'effacer certaines choses, bah, c'était déjà fait à l'époque. Je pense que c'est notamment le cas d'un plan où on a Gene Kelly qui est à la fenêtre. Peut-être on fera une capture d'écran pour montrer ce plan. Donc c'est un plan large du bâtiment avec Kelly à la fenêtre. On voit en fait, si on prête attention, on voit qu'il est peint. Et je pense que c'est parce que ça aurait supposé de faire des décors suffisamment solides pour que l'acteur grimpe en haut, en fait, tout simplement. Mm-hmm. Donc c'était beaucoup plus coûteux que de faire juste une façade en 2 dimensions et après rajouter l'acteur incrusté. Il y avait déjà des effets spéciaux. Il y avait déjà des effets spéciaux élaborés. Et toujours à propos de ces décors, donc Minnelli était très investi. Et il a notamment demandé au directeur artistique de reproduire des dessins, c'est quand même très improbable, de la grotte de Lascaux sur le mur du café où Jerry rencontre Lise. Je l'ai appris en travaillant sur l'épisode parce que j'avais absolument jamais remarqué. Bah moi j'ai remarqué les dessins là, et du coup j'ai été intéressée de voir que c'était bien les dessins de Lascaux, parce que je me suis dit, ils font un peu préhistorique ces dessins. Ouais, c'est étonnant. Mais je les ai remarqués que là en revoyant le film, ouais. Alors, à présent qu'on a posé le contexte, on va aller un petit peu plus dans le détail et d'abord parler un petit peu du casting des différents comédiens qui sont à l'affiche de ce film. Et tout d'abord, de sa star, sa grande star de Un Américain à Paris, l'Américain en question du film, c'est Gene Kelly. Oui, cœur. Alors, Gene Kelly, qu'est-ce qu'il fait à ce moment de sa vie ? Il vient juste de tourner Summer Stock avec Judy Garland, film... Cœur. Également. Superbe film de Charles Walters. Il est à la MGM quand même déjà très influent. Il vient aussi, avant Summer Stock, de tourner son premier film en tant que réalisateur, enfin que co-réalisateur, On the Town, qu'il a réalisé avec Stanley Donen. Donc voilà, il est une personne importante à la MGM, très, très influente. Il est très investi dans tous les aspects de la production de ce film, du scénario jusque évidemment à la musique, la chorégraphie, les décors, enfin tout. On a même parfois l'impression qu'il est même encore plus investi dans la création du film que ne l'est Minnelli.
Ça dépend des biographies. Moi, c'est peut-être parce que j'ai lu une biographie de Gene Kelly que ça donne cette impression. Peut-être que si j'avais cherché dans une biographie de Vincente Minnelli, ça aurait été différent. Ah bah, si je puis me permettre, si je peux résumer le contenu de ton livre, c'est toutes les idées viennent de Gene Kelly. Oui, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir plusieurs sources. Sachez-le. C'est souvent le cas dans les biographies de Kelly en plus. Il a tout inventé, Il a Fanny. tout inventé. Donc évidemment sur ce film, il est chorégraphe. Pour la chorégraphie, il était assisté de Carol Haney, qui elle travaillait spécifiquement avec Leslie Caron. Et donc nous allons parler maintenant de Leslie Caron, qui est le rôle principal féminin, et dont c'est le premier film. Tout à fait, donc l'histoire de Leslie Caron, c'est un peu une histoire typique de la légende hollywoodienne découverte en une nuit, hein, la jeune inconnue qui devient star du jour au lendemain. Donc en fait, en 1947 ou 48, il ne s'en souvient plus très bien, Gene Kelly voit à Paris un ballet de David Lichine, ballet intitulé Le Sphinx. En fait, il allait voir ce spectacle car il connaissait la chef danseuse de la troupe, donc qui avait travaillé avec lui. Et à cette occasion, il remarque donc la jeune fille qui joue le Sphinx. Il veut la rencontrer, mais elle part tout de suite, donc il ne la rencontre pas. Elle a snobé Gene Kelly. Elle ne la rencontre pas tout de suite. Elle est très très jeune à l'époque, je crois qu'elle a que 15 ans. Donc il apprend à cette occasion que la mère de cette jeune danseuse est américaine et que donc elle parle un petit peu anglais. Et donc 2 ans plus tard, en fait, il se souvient d'elle lorsque commence le développement d'un Américain à Paris. Il repense à cette cat girl et il lui fait passer un test. Ils la font venir à Hollywood pour qu'elle passe un test et elle est choisie. Donc apparemment, il y avait une autre actrice qui était testée qui s'appelait Odile Versoix, que personnellement je ne connaissais pas. Mais bon, c'est Leslie Caron qui a été choisie. Alors là encore, on va avoir des histoires de versions / anecdotes qui divergent d'un personnage à l'autre, parce que dans une autre version que j'ai lue, Fried aurait vu Leslie Caron en photo dans Paris Match, et aurait appelé Gene pour lui dire d'aller à Paris la rencontrer, ainsi qu'Odile Versoix qui l'avait repérée. Mais en fait, les 2 anecdotes sont parfaitement compatibles, en y réfléchissant, puisque je suis allée voir du coup une 3e source, qui est le livre La comédie musicale américaine de Hugh Fordin. Et dans ce livre, il est dit que Fried voit la photo dans Paris Match, appelle Kelly, et que là, Kelly se souvient de Leslie Caron pour l'avoir vue sur scène 2 ans auparavant. Ouf. Donc c'est possiblement concordant. Les 2 ont découvert Leslie Caron, si on va par là. Oui, c'est ça, chacun se targue de la découverte. Exactement. En tout cas, quelque chose qui changera pas, c'est que Leslie Caron, elle dira toujours qu'à l'époque, le cinéma l'intéressait assez peu, parce qu'elle, elle avait une formation de danseuse, elle était danseuse, et que ça lui est vraiment tombé dessus. Presque, j'ai envie de dire, ce cirque à l'américaine, là, toute cette industrie cinématographique, ça lui est tombé dessus. Elle a été évidemment poussée par sa mère à accepter cette proposition, bon, qui ne se refuse pas, hein. Certes. Mais elle n'était pas du tout préparée à ça. Donc après, autour de cette découverte va bien sûr se créer une sorte de légende. Hein. C'est un peu le fantasme absolu, on va dire, pour jeunes lectrices de presse cinéphile populaire française. Hein, ce conte de fées d'un Américain qui découvre une jeune fille ordinaire pour l'emmener aux Amériques. Bon, après, voilà, il y a toujours une histoire de construction de la légende personnelle. Moi, un truc sur lequel j'ai un peu des doutes, c'est le côté vraiment tout ordinaire de l'enfance de Leslie Caron, parce que bon, quand on cherche un peu, on voit quand même qu'elle venait d'une famille très très bourgeoise. Bon, je pense qu'elle s'est évidemment après construit l'image à travers ses films de pauvre petite orpheline française, mais je pense qu'on n'était quand même pas dans ce milieu social-là. Leslie, je ne suis pas dupe. Par contre, bon, ce qui est sûr, hein, je le redis, c'est que elle était étrangère à tous les codes de l'industrie. Et il y a une anecdote que j'ai lue qui m'a fait beaucoup rire. En fait, juste avant le début du tournage, une fois qu'elle était partie à la MGM, qu'ils allaient donc commencer à tourner, Leslie Caron, elle s'est dit, bah tiens, je vais me faire une nouvelle coupe de cheveux, une coupe toute courte à la Bettina, donc un mannequin célèbre de l'époque, mais donc c'était une coupe de cheveux du style de ce que Twiggy fera après dans les années 60, donc vraiment très très court. Parce que c'était c'était vraiment à la pointe de la mode en France, hein, c'était la nouveauté. Donc elle s'était dit, chouette, je vais faire ça, et ils vont trop trouver que c'est une bonne idée. Donc évidemment... Donc évidemment, elle fait la surprise à la production. Elle arrive le lendemain matin avec ses cheveux tout courts, sans surprise, grosse catastrophe, hein, réunion de crise. Ils étaient pas hyper ravis en fait, et au point qu'ils commenceront le tournage par les scènes où elle n'apparaît pas, pour laisser le temps à ses cheveux de repousser. C'est pour ça qu'après ils lui feront friser les cheveux. Et après j'y ai repensé, c'est vrai qu'elle a des petits frisottis à un certain moment, c'est un peu bizarre comme coupe si je puis me permettre. Et voilà, mais en fait, cette anecdote, je la trouve formidable. Bon, j'espère qu'elle est vraie, encore une fois, on sait jamais. Là, c'est de Leslie Caron elle-même.
Mais c'est marrant parce que ça montre la méconnaissance totale des codes, parce qu'aujourd'hui, on sait évidemment combien l'image des stars était contrôlée, millimétrée, combien les stars, et notamment les jeunes femmes qui viennent à peine de débarquer... Elles pouvaient pas se permettre de changer de coupe de cheveux comme ça. Les stars pouvaient rien faire sans l'accord du studio, donc voilà, changer de tête du jour au lendemain, Leslie, non, fallait pas faire ça. Ça montre effectivement qu'elle était complètement ingénue en arrivant là-bas, quoi. Ouais, et je pense que c'est pas le seul des faux pas qu'elle a fait. Apparemment, quand elle est arrivée aussi, avec sa mère, elles ont déménagé de l'hôtel où la prod les avait installés pour aller dans un motel ou un YMCA juste à côté du studio qui était un peu miteux. Et les publicistes, ils se sont arrachés la tête en disant « Mais une future star ne se comporte pas comme ça !» C'est un côté assez sympa, je trouve. Ça la rend attachante, ouais. Et je suis sûre qu'à force, ils ont dû se demander est-ce qu'on n'a pas fait une grosse erreur en allant la chercher, celle-là, puisqu'elle connaît rien à notre industrie. Bah ouais, j'ai lu, donc toujours dans la biographie de Gene Kelly que j'ai lu, Fried, en voyant arriver les Clairon, en fait, il a été déçu, il a dit « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Parce qu'elle avait pas du tout le French chic qu'il imaginait quand il avait vu, donc apparemment, sa photo dans Pareil Match. Et en plus, l'anglais de Leslie Caron à l'époque était déplorable, donc il a dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Bon, finalement, apparemment, ça s'est quand même amélioré au fur et à mesure des semaines de tournage. Et puis, comme elle a pas mal retourné avec la MGM, on imagine que ça s'est quand même bien fini. Parmi les autres comédiens du film, on trouve Oscar Levant, donc un acteur étonnant, qui était, et sans doute avant tout, pianiste classique et compositeur. Ouais, c'était pas vraiment un chanteur ni un danseur, mais bon, il s'est quand même retrouvé dans pas mal de comédies musicales, donc comme quoi, il y a même pas besoin. Donc on l'a vu dans plusieurs comédies musicales où il joue souvent des personnages blasés et grognons, hein, c'est typiquement ce qu'il fait dans Un Américain à Paris. Il a un emploi vraiment d'une récurrence absolue. C'est impressionnant, c'est toujours la même chose. Il est attachant et rigolo, mais c'est vrai que c'est toujours pareil, quoi. On le voit dans Romance à Rio avec Doris Day. Son premier film à Doris Day. Il est aussi dans Barclays of Broadway avec Fred et Ginger, le film des retrouvailles de Fred et Ginger. Et plus tard, on le retrouvera à nouveau chez Vincente Minnelli dans Tous en scène avec Fred Astaire et Sid Charisse. Moi, je l'ai aussi vu dans le mélodrame qui s'appelle Humoresque, un film de 46 avec John Crawford, où il joue, je te le donne en mille, un pianiste. Son rôle, on va dire de base, c'est pianiste grognon. C'est ça. Dans Un Américain Paris, il a le droit à un numéro solo, qui n'est pas vraiment, voire pas du tout lié à l'intrigue, hein, on va dire. Numéro dans lequel il se rêve en train de jouer donc le fameux concerto en fa de Gershwin à lui tout seul. C'est plutôt rigolo, on le voit d'abord au piano, puis on voit que le chef d'orchestre c'est aussi lui, et puis les autres musiciens également, c'est aussi la tête de Oscar Levant, c'est assez rigolo. Et même les spectateurs. Oui, c'est vrai. À la fin du... Donc numéro assez rigolo, même si effectivement absolument pas lié à quoi que ce soit du reste du film. Oscar Levant connaissait très bien George Gershwin, et alors, on va avoir encore une divergence d'anecdotes. J'ai lu que c'est lui qui avait demandé à jouer dans le film ce concerto, et que Gene Kelly avait trouvé l'idée de cette séquence de rêve pour faire passer la chose, que ça soit logique dans le film, quoi. Alors moi, ce que j'ai lu, c'est que Arthur Freed, à la base, voulait que Oscar Levant joue un medley des chansons de George Gershwin, ce que Oscar Levant ne voulait pas. Et par contre, il avait bien envie de jouer le piano concerto en fa, et il a dit en rigolant à Minnelli, peut-être que je pourrais le convaincre si je jouais tous les instruments. Et là, Minnelli aurait dit, ah ouais, c'est une bonne idée, et c'est lui qui aurait eu l'idée de faire cet effet spécial pour rendre ça plus extravagant encore. Après, c'est pas incompatible que Gene Kelly ait dit ça serait mieux si c'était une séquence de rêve, et qu'après ou avant, Minnelli ait dit il faudrait qu'il joue tous les personnages. Enfin, ouais. Encore une fois, peut-être qu'on peut combiner toutes les anecdotes. Exactement. Autre comédien de ce film, c'est Georges Guettari. Alors Georges Guettari, c'est un acteur et chanteur grec à l'origine, naturalisé français dans les années 50. Il a fait quasiment l'intégralité de sa carrière à Paris, d'abord dans la variété, puis dans des opérettes, sur scène et au cinéma. Il a même fait, figure-toi, un passage à Broadway au début des années 50. Alors là aussi, apparemment, Gene Kelly l'a repéré sur scène à Paris. Alors chose étrange, je trouve, c'est que Guettari a 3 ans de moins que Kelly, alors que clairement dans le film, il est supposé, au sein de l'intrigue, jouer un homme plus âgé, puisqu'on a l'idée qu'il est presque une figure paternelle pour le personnage de Leslie Caron, donc Liz, alors que Jerry, lui, est un love interest plus logique pour Liz, donc c'est un peu étrange. Je crois que la production avait contacté Maurice Chevalier pour jouer ce rôle, et Maurice Chevalier est quand même incroyablement plus âgé que Georges Guettari. Enfin, j'ai regardé, Georges Guettari né en 1915 et Maurice Chevalier en 1888, donc on n'est pas du tout sur le même registre.
Et alors, je sais plus où je l'ai lu que Chevalier a refusé, peut-être parce que il obtenait pas la fille à la fin, donc c'était quand même... Son rôle de séducteur était un peu mis à mal. C'est dommage parce que ça nous enlève dans l'histoire de cinéma un beau moment de creepiness de voir Maurice Chevalier faire la cour à Sicaran. Mais pour se rattraper, on peut regarder le début de Gigi. Exactement ce que j'allais dire. Thank heaven for little girls. Si vous ne voyez pas de quoi on parle, cherchez sur YouTube et vous comprendrez pourquoi on estime quand même qu'il y a un certain niveau de creepiness. Moi j'ai lu qu'il y avait aussi Yves Montand qui avait été envisagé pour le rôle, qui aurait été pas mal. J'avoue, je vois pas trop la tête qu'il avait à l'époque, ceci dit, au début des années 50, mais je me dis qu'il aurait été pas mal quand même pour le rôle. Mais bon, quand ils ont appris qu'il était communiste, Arthur Freed il a dit « Oh, no way, on va avoir des soucis », connaissant le grand courage politique. C'est sûr. Donc voilà, ils ont vite fait une croix dessus. Autre membre de la distribution, Nina Foch, donc, qui incarne le personnage de la mécène du peintre incarné par Kelly, et qui est un personnage non chantant ni dansant. Oui, et là aussi, question / problème d'âge. Elle est censée être la femme plus âgée. C'est mentionné qu'elle est divorcée, etc., qu'elle a eu une vie avant et tout. Mais en réalité, elle avait 12 ans de moins que Kelly, donc absurdité totale. Problème hyper récurrent, et là j'avais envie de parler, même si je m'éloigne complètement du sujet, du film Pal Joey, de 57, dans lequel Rita Hayworth joue elle aussi la femme plus âgée, et Sinatra joue le genou, alors qu'il est plus âgé qu'elle, et à la fin du film, spoiler alerte, Sinatra termine avec Kim Novak, qui a 18 ans de moins que lui. Donc, on est un peu sur la même sorte de dynamique, parce que la différence d'âge entre Gene Kelly et Leslie Caron dans Américain à Paris est aussi assez importante. Enfin, il y a un truc que c'est pas logique, quoi, les âges des femmes et des hommes dans les films. Voilà. Mais malgré tout, ce personnage de Milo, c'est un personnage, je trouve, plutôt valorisé, de femme indépendante, qui travaille, qui sait ce qu'elle veut, qui n'a pas besoin des hommes pour avancer dans la vie. Malgré tout, le happy end ne sera pas pour elle. On peut pas tout avoir. Hein. Non. On peut pas être à la fois indépendante et happily married. Bah oui, faut pas déconner non plus. Nina Foch est une actrice super prolifique et charismatique qu'on n'a pas vue dans d'autres musicals, mais en fait qui a fait beaucoup de films. Elle a fait des films B à la Columbia pendant 7 ans et on a un peu eu marre en fait d'être sous-utilisée parce que elle disait ça fait long 7 ans lorsqu'on fait des films qui à son goût n'utilisaient pas assez ses capacités dramatiques. Et donc en fait elle a été voir les dirigeants du studio au moment de renouveler son contrat et elle leur a demandé de meilleurs rôles ou alors elle leur dit qu'elle voulait pas renouveler le contrat et qu'elle irait faire du théâtre à Broadway. Et on lui a dit ben ok vas-y, donc elle est partie et elle a eu beaucoup de succès en fait sur les planches, notamment dans une pièce qui s'appelait Twelfth Night et c'est à partir de son succès sur scène qu'elle a été repérée pour Un Américain à Paris, comme quoi elle a eu besoin finalement d'aller au théâtre pour se faire remarquer et être réemployée par un autre studio. Mais tous les comédiens du film ont été repérés sur scène finalement, c'est rigolo. Bah ouais, c'est marrant en fait à cette époque de l'histoire du musical, parce qu'au début c'était courant de repérer les talents sur scène et de les importer à Hollywood, mais là c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gens... Ouais, il y avait déjà un vivier, et en fait quand même on va le chercher sur scène. Ouais, c'est rigolo. Donc en tout cas, comme son personnage, elle a pas eu peur de s'affirmer et de montrer ce qu'elle voulait, et elle a bien fait. Moi j'avais juste une anecdote sur les extras, donc les personnes qui, les figurants ou les silhouettes qui ont juste quelques lignes de dialogue. Donc c'est une anecdote qui est cette fois racontée par Alan A. Antic, qui était conseiller technique au département artistique. En fait, il a raconté que le département du casting l'a contacté un jour en catastrophe parce qu'ils avaient 150 personnes qui voulaient jouer dans le film et ils devaient choisir des acteurs typiquement français, donc pour apparaître à l'écran. Et apparemment, dans ces 150 personnes, la quasi-totalité était soit grec, soit mexicain. Et dans le lot, il a débusqué 7 vrais Français qu'il a donc employés pour le film. Et il disait aussi, je trouve ça marrant aussi, que la plupart des acteurs français à Hollywood étaient très cabotins parce qu'ils voulaient faire excessivement français et qu'en fait, ça les rendait juste excessivement énervants. Ça, c'est très drôle. Alors, est-ce qu'on fait, Anna, un petit point sur le personnage de Jerry Mulligan, incarné par Gene Kelly ? Oui, parce qu'il faut qu'on fasse la minute genre / féministe enragée. C'est ça, féministes qui gâchent tout et qui vont se creuser la tête sur les enjeux genrés, malgré tout, d'un Américain à Paris. Parce qu'en fait, moi, en le revoyant, ça m'a fait le même effet que ce qu'on avait eu pour New York, New York. C'est que je me suis aperçue que le personnage principal masculin était quand même diablement insistant
pour ne pas dire autre chose. Bah, c'est-à-dire qu'elle lui dit non un certain nombre de fois, hein, donc au bout d'un moment, no is no. Parce que lorsqu'il va la voir jusqu'à son travail pour lui dire non mais faut absolument que tu aies un rendez-vous avec moi, qu'elle dit non, qu'au bout d'un moment elle dit oui, et d'ailleurs lors de leur rendez-vous il lui dira même j'avais peur que tu aies finalement dit oui pour te débarrasser de moi, donc lui-même comprenait qu'il était insistant. Il lui dit même à un moment donné, il lui parle de son propre charme agressif. Ah bon? Ouais, il lui dit mais c'est parce que oublié vous ça. avez vu que mon côté agressif et tout ça, mais quand même quoi, il est tout à fait conscient de ce qu'il fait quoi, il continue jusqu'à obtenir un oui. Et d'un autre moment, moi que j'aime bien, c'est les échanges avec Nina Foch, enfin avec le personnage de Nina Foch, au moment où il réalise qu'elle est intéressée par lui, enfin, elle lui fait un Sunset Boulevard, j'avais pas réalisé ça. Ah bah il y a une fête, mais oui. c'est que nous deux, c'est exactement la même chose en Oui, fait. c'est vrai. Et donc lui, il s'aperçoit de ça et lui dit quelque chose comme non mais moi je ne suis pas un gigolo madame, il y a des hommes dont c'est le métier. Et elle lui dit je ne vais pas te déposséder de ta, en anglais, Precious Male Initiative. Donc c'est rigolo que ce soit aussi explicite parce que plus tard aussi Adam il dit à Jerry ah là là mais tu te fais traiter comme une femme à être entretenue. Et en fait c'est très explicite cette menace de dévirilisation qui pèse sur l'homme dont les besoins financiers sont subvenus par une femme. Enfin... Mais c'est assez osé, hein. Ouais, c'est étonnant pour un musical comme ça. Sur ce, nous pouvons passer à d'autres choses moins polémiques et parler un petit peu des numéros musicaux du film, donc ceux évidemment qu'on n'a pas déjà cités. Il y a un numéro assez intéressant qui est le numéro de présentation du personnage de Liz au début, donc avant qu'elle apparaisse réellement, qui est interprété sur une version instrumentale de la chanson Embraceable You. Est-ce que tu peux nous en parler, Fanny ? Oui, alors déjà c'est un numéro, donc la présentation du personnage principal féminin, qui fait écho à une série de fausses présentations des personnages masculins. Donc à chaque fois, eux ils n'ont pas des numéros, mais à chaque fois, tu sais, on a un phénomène de plan sur un acteur qui n'est pas le personnage en question, la voix off dit ah ben non celui-là c'est pas moi, et après on recadre sur le vrai personnage. Donc je pense que c'est aussi un écho à cette série initiale. Donc c'est un portrait de Liz qui est fait en voix off par Henry à Adam, donc il lui décrit comment est Liz. C'est un portrait qu'on pourrait dire kaléidoscopique, puisqu'il a plusieurs facettes. À chaque reprise, on a en fait la même mécanique, qui est que Henry va énoncer une qualité de Liz, Adam va souligner en quoi cette qualité peut aussi être un défaut, et Henry indique alors qu'elle possède également une qualité contraire. Et en fait, à chaque trait de caractère de Liz va correspondre une robe, un style de musique et de danse et une couleur de décor. Par exemple, lorsque on dit qu'elle est, je cite, une fille excitante, elle va porter un body moulant, une robe courte fendue et avoir une danse extrêmement lascive autour d'une chaise, comme on fait souvent dans les comédies musicales. Les chaises sont pareilles de connotations sexuelles très élaborées. Et au contraire, lorsqu'elle sera décrite comme, je cite encore, douce et timide, elle aura une robe en satin jaune avec des paniers sur les côtés, elle va porter un petit bouquet et faire des petits pas typiques de la danse classique, des piqués, des battements de pieds, des arabesques, une danse beaucoup plus mesurée en fait. On a ça décliné un certain nombre de fois. Et ce qui m'a semblé rigolo dans ce portrait, c'est que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les comédies musicales, ce portrait à multiples facettes d'une femme. On a ça par exemple dans Undertone, on a le personnage de Miss Turnstile, donc Miss Metro, qui est incarnée par Vera Ellen, et qui est donc là encore dans l'imaginaire de Gene Kelly, enfin du personnage de Gene Kelly, et à la fois une femme mondaine, une femme au foyer, une sportive. Et donc à chaque fois on a une séquence qui illustre ce trait de caractère. Et donc en fait, c'est aussi là encore significatif d'une certaine conception, d'une sorte de femme idéale qui doit combiner des qualités totalement opposées pour composer une sorte en fait de mythe abstrait, un idéal inaccessible, qui s'explique aussi par le fait que c'est la projection d'un personnage masculin sur Liz. Et si je pouvais simplement signaler que c'est un numéro qui a été particulièrement bien reçu par les spectateurs qui ont assisté à des projections tests d'un Américain à Paris, donc à l'époque de sa sortie, puisque c'est un des numéros qui revient souvent parmi les numéros préférés, alors qu'on pourrait se dire que c'est un numéro, somme toute, assez mineur, au sens où c'est pas du grand spectacle, mais en tout cas, ça a bien plu, et aussi peut-être parce que ça montrait, pour le coup, toutes les qualités de Leslie Caron.
Bah, c'est là qu'on la découvre, c'est la première fois qu'on la voit à l'écran en fait dans un film. Et c'est peut-être le moment aussi où elle fait le plus preuve de virtuosité. Enfin, évidemment, dans le ballet, c'est sublime, mais là, tu vois, t'as vraiment des trucs très techniques, hein, qu'elle fait. C'est vrai. Ouais, moi, j'aime bien ce numéro, je trouve assez charmant. Autre numéro, c'est By Strauss. C'est un trio entre les 3 personnages masculins, donc Jerry, Henry et Adam. Donc dans les paroles de la chanson, on a un affrontement assez typique, on va dire, entre la musique classique, dont Henry fait l'éloge en évoquant les valses de Vienne, et donc notamment Johann Strauss, le compositeur, d'un côté, et le jazz de l'autre. Donc c'est évidemment très adapté dans un film qui est construit autour de la musique de Gershwin, qui s'est exercé aux 2 facettes de la musique, on va dire. C'est apparemment Gene Kelly qui tenait à faire un numéro dans lequel il danse avec une vieille femme qui est apparemment ici une danseuse d'âge un peu avancé, mais pas aussi vieille qu'elle semble être. Oui, parce qu'on n'a pas mentionné qu'ils sont dans le café et il y a du coup plein de gens du café qui dansent avec eux. Ils finissent par entraîner un peu la serveuse, les gens qui sont attablés, etc. Et donc notamment la fleuriste, parce qu'on la retrouve dans un autre numéro. Donc By Strauss, la chanson de Gershwin, aurait été écrite pour un spectacle qui s'appelait The Show Is On, que Minnelli avait mis en scène à l'époque, donc sur scène. Et moi j'ai trouvé ça juste un petit peu bizarre, toutes ces références en allemand, pour un film qui se déroule à Paris dans l'immédiate après-guerre. Enfin je sais pas, je me dis... C'est pas faux. La véracité historique, c'est pas forcément le fort de la comédie musicale hollywoodienne classique, mais je sais pas si des Français auraient si... facilement prononcer des mots en allemand juste après une époque un peu dure. Légèrement, il y avait des souvenirs pas top. C'est ça. J'ai remarqué aussi en revoyant le numéro que Gene Kelly fait une fois de plus la fille dans un couple avec un homme. C'est un truc qu'il fait souvent dans The Town, dans Encore Away, dans Take Me Out to the Ball Game. Et là, c'est une occurrence que j'avais pas repérée. Et je fais « Ah, bah Gene, là aussi !» Bon, ça, encore une fois, c'est la fameuse virilité incontestable de Kelly qui lui permet de faire des choses pareilles. Alors, un numéro que j'aime bien, c'est Tralala, entre parenthèses, This Time It's Really Love. Un duo assez rigolo qui se passe dans l'appartement de Adam, où Jerry débarque parce qu'il est amoureux, donc il veut absolument parler à Adam de son histoire d'amour. Et donc c'est assez amusant parce que donc Adam, donc Oscar Levent, joue du piano et il accompagne Kelly dans sa petite rengaine amoureuse. Et Kelly chante et danse, et il va même à un moment faire des claquettes sur le piano d'Oscar Levent. J'ai toujours eu un faible pour ce numéro, c'est plein de bonne humeur, je trouve chouette. Il était sur le fameux CD de Gene Kelly, celui qui a bercé toute notre adolescence. Mais oui. Et je me dis aussi que le charme de la chanson est sans doute l'effet de proximité qu'elle avait aussi pour nous, jeunes auditrices alors. C'est le début a cappella. Parce qu'en plus, il y a un côté où il te susurre vraiment ça. It's time is really love. Voilà, donc évidemment, nous, ça nous touchait. C'est vrai, bien vu. Numéro assez marquant et assez connu du film, c'est I Got Rhythm. Un numéro vraiment hyper ludique où on a Gene Kelly qui danse avec des enfants. Des enfants qui sont censés être français. En fait, ils ne sont clairement pas, ou en tout cas pas tous. Parce qu'il y en a un qui dit à un moment « Parlez anglais à nous !» Et là tu fais « Vous vous foutez de ma gueule, vous avez même pas genre demandé comment on disait correctement ça en français !» Il y en a un qui dit un truc à un moment, j'ai jamais compris. Alors, il y en a un qui, à mon avis, lui pour le coup, est français ou parle très bien français. Il y en a un qui dit à un moment, quand Gene Kelly se met à imiter un soldat, il dit « Il fait un soldat !» Ouais, si, ça je vois, ouais. Lui, il a l'air de parler français. Mais juste avant que Gene Kelly dise quelque chose comme airplane, enfin lorsqu'il fait l'avion, enfin je sais pas, il y a un moment, il y en a un qui crie un truc. Ah, je me souviens pas. Mais de manière générale, quand même, tous les acteurs qui parlent français dans le film sont difficiles à comprendre. Enfin, la plupart du temps, moi je comprends pas. Oui, parce qu'ils sont pas français. Ils sont grecs. Ils sont grecs ou mexicains. Donc, you don't fool us. Mais ça, c'est très classique hein, dans les films américains qui se passent un peu en France. Tu grilles tout de suite que les gens sont pas français. Hein. Et les séries, non mais c'est effarant. Qu'est-ce qu'ils disent ? Il y a pas assez de français à Hollywood pour remplir tous ces rôles. Hein. Moi, c'est ça que je retiens. Hein. Voilà, numéro très très sympa où il leur montre des pas de danse, il dit le shim-sham, enfin voilà, il en cite plusieurs. Il leur apprend même la chanson parce qu'il leur fait dire I got, et il répond en disant I got rhythm, enfin il répond à chaque fois, c'est assez sympa. La deuxième fois, il répète en traduisant le couplet en français. Enfin, il le traduit à moitié, parce qu'à un moment il dit bon, je laisse tomber. Mais c'est assez amusant et ça me fait remarquer que Gene Kelly, il aime bien les numéros en fait avec des enfants. Notamment, il y en a dans Anchors Away, Escale à Hollywood.
Bah, ça fait partie de son côté populaire et proche des gens, en fait. C'est pour montrer aussi que tout le monde peut chanter et danser. C'est dans sa persona de mec du peuple, accessible, quoi. Ouais, totalement, ouais. Alors, I Got Rhythm, c'est une chanson très connue, en fait, qu'on a déjà entendue dans d'autres films musicaux. Bah, notamment par Mickey Rooney et Judy Garland dans Girl Crazy. Et apparemment, le choix de la chanson avait été critiqué pour cette raison. Enfin, le fait On l'avait trop entendu. Ouais, c'était trop un classique. Mais apparemment, Gene Kelly aurait justement proposé l'idée des enfants pour introduire une sorte de variation sur quelque chose de très connu. Ouais, c'est vachement intéressant. C'est vrai que du coup, c'est une version qui sort du lot par rapport aux autres, quoi. Autre chanson assez connue, c'est Love is Here to Stay. Donc ça, c'est la chanson d'amour du film. À l'écran, ça se traduit par un pas de deux sur les bords de Seine. Bon, évidemment, c'est pas vraiment la Seine, si j'ai bien compris. La nuit, et on a Gene Kelly qui fait une sérénade à son amoureuse, qui chante son amour, puis ensuite qui entraîne Leslie Caron dans la danse. Selon un move plutôt typique de Fred Astaire, d'ailleurs. Tout à fait, oui, ça ressemble en fait à la technique astérienne. Je te chante une chanson, je te séduis, et hop, je te chope et on danse. Pour l'anecdote, Love is Here to Stay, c'est la toute dernière chanson écrite par George Gershwin avant sa mort en 1937. C'est une chanson qui est citée notamment dans Tout le monde dit I Love You de Woody Allen, lors d'un passage donc, où Woody Allen et Goldie Hawn dansent sur les bords de la Seine, mais où cette fois la danseuse s'envole carrément dans les airs. C'est trop beau. Grâce à un effet spécial. Et on peut aussi noter une très grande ressemblance entre cette danse et la danse de Solange dans le magasin de Monsieur Dame dans Les Demoiselles de Rochefort. Le duo à la fin. Ouais, c'est quelque chose que j'ai remarqué en fait tout récemment en le voyant le film sur grand écran. Et je pense que c'est bien sûr pas une coïncidence. Notamment quand ils font des tours, tu sais, en ayant les mains derrière le dos. Et la façon dont ils partent à la fin du numéro, bras dessus, bras dessous. Non, c'est vrai, ouais. J'avais pas remarqué non plus, mais à mon avis, c'est clairement une influence. Autre chanson assez connue, c'est Wonderful. C'est un numéro où Guettari et Kelly chantent leur joie d'être amoureux sans savoir qu'ils sont amoureux de la même meuf. Et ça, c'est quand même compliqué. Ce qu'on appelle en dramaturgie un procédé d'ironie dramatique, c'est-à-dire que le spectateur sait quelque chose que les personnages ne savent pas. Et donc c'est ça qui crée en partie la saveur de la scène en fait, parce que c'est à la fois c'est un très beau numéro et tout ça, mais il y a aussi ce côté... Tu sais que les personnages n'ont pas trop compris quel était l'enjeu sous-jacent. Mais il y a un personnage qui l'a compris, c'est Adam. Et c'est rigolo parce qu'au début du numéro, il a l'air complètement déprimé, comme ça, pendant que les deux autres se racontent « Ah, moi je suis amoureux d'une meuf super. Ah, ben moi aussi je suis amoureux d'une meuf super. » Et au milieu, il est là... J'aime bien aussi toute la séquence qui précède le numéro où du coup Henry il donne des conseils à Jerry et donc Adam il est totalement paniqué, il se renverse son café dessus, il fume mais la cigarette elle tombe dans le café, il la boit, c'est très comique, enfin, j'ai vraiment rigolé de bon cœur devant c'est Oscar assez drôle, Levant, c'était assez marrant. Mais ça marche aussi parce qu'on s'identifie au personnage d'Adam à ce moment-là, on panique, on est là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, George Guettari n'est visiblement pas non plus un super danseur, parce que dans le numéro, il est en gros... Il attend. Mais ça crée un moment rigolo où quand Gene Kelly fait sa démonstration de claquette trop bien, là, il est adossé à un mur et il sifflote la chanson, il le regarde, enfin, il y a une espèce d'interaction amusante entre les deux. À ce moment-là, moi, j'ai regardé le mur, ça m'a fait rigoler. On avait plein de vieilles pubs françaises, pubs pour le Perrier, pour les bas Marie-Claire, qui sont tissés à l'envers. C'est la pub qui le dit. Ah, j'ai pas remarqué. Et je me suis dit, c'est... Bon, évidemment, ils ont un grand sens du détail, les MGM, mais bon, voilà. C'est toujours appréciable de le remarquer. C'est chouette, ouais. Alors, tu voulais nous parler d'un numéro coupé. Oui. I've got a crush on you. Un numéro coupé, un numéro de Jerry chez lui, dans sa chambre, qui donc chante son amour pour Liz. Une chanson de Gene Kelly en pyjama, qui m'a fait penser à la reprise de All I Do Is Dream of You, qui est aussi une chanson coupée de Chantons sous la pluie, donc je pense qu'on doit en conclure que le public n'était pas prêt à voir Gene Kelly chanter son amour en pyjama. C'est quelque chose qui, à 2 reprises, est coupé, c'est incroyable. Quand même bizarre. Pourtant, ça lui va bien, le pyjama. Au début du film, il est bien. Bah oui, peut-être que Kelly, il a replacé l'idée dans Chantons sous la pluie, parce que... Apparemment, il était assez dégoûté que le numéro soit coupé parce qu'il était un peu complexe. Il a dit qu'il avait beaucoup plus répété ce numéro-là que le numéro titre, par exemple, de Chantons sous la pluie, ce numéro devenu légendaire. Et pourtant, ce numéro, I've Got a Crush on You, a été coupé au montage. Mais il est pas visible nulle part ? Non, j'ai pas vu de... Ça doit être trop bien. J'ai vu une photo dans le fameux livre Magic Factory. Il y a un audio qui est disponible. Comme d'habitude, les chansons ont été enregistrées avant que les numéros soient tournés. J'imagine qu'il a été tourné, mais à vrai dire, je sais même... je suis même pas sûre, en fait. Moi, j'ai l'impression quand même, dans le livre La comédie musicale américaine, il donne l'impression que ça a été coupé pas très longtemps avant de sortir. D'accord.
Lors des projections test, il n'en est pas fait mention. D'accord. Ok. J'ai pas vu alors trace peut-être de que ce ça numéro. veut dire que... Après, ça peut avoir été coupé pendant le montage, mais avant les oui. projections, enfin. Oui, effectivement. Ou alors, comme c'était nul, personne ne l'a remarqué, donc ils l'ont coupé, je sais pas. Et il y a eu aussi, alors même question, je ne sais pas exactement à quel moment du processus, suppression de 2 solos de George Guattari, le pauvre. Ah ouais. Toujours mentionné dans le livre La comédie musicale américaine. Ces solos sont Love Walked In, qui était plutôt situé vers le début, et But Not For Me, qui était, je crois qu'il l'a chanté lors de la soirée à la fin. C'était un autre numéro scénique, je crois. Lors de la soirée, Tu sais, ils vont tous à une soirée, voilà. Bah, ça aurait été quand même pas mal, parce que ça aurait un peu expliqué du coup son renoncement. Parce que moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'à la toute fin, le personnage d'Henry Borel accepte totalement, sans rien dire, que Liz aille avec Jerry sans manifester la moindre once de jalousie, alors qu'apparemment, il était fou amoureux d'elle. Donc là, si on avait un numéro qui exprimait un peu ce renoncement, oui, je me demande, c'était peut-être ça. C'était plus cohérent, quoi. Enfin, personnellement, je trouve. Après, moi, ça me choque pas. C'est vrai que c'est très rapide, hein, le retournement. Mais il y a un moment qui est assez beau, quand il monte dans la voiture et que Liz regarde par la fenêtre toute mélancolique et on voit derrière Henry qui la regarde, presque comme s'il comprenait qu'elle voulait pas partir et qu'il comprenait ce qui se jouait. Mais c'est très très... Pour toi, ça suffit. Ouais, moi ça m'a pas choqué. Ok. Mais en tout cas, oui, c'était peut-être pas une raison non plus pour couper 2 solos de George Guattari, ça je suis d'accord. Et donc évidemment, après avoir cité tous les numéros qui sont très bien, mais quand même là, il faut parler du gros morceau d'Un Américain à Paris, c'est évidemment le ballet éponyme An American in Paris. Un ballet vraiment colossal qui clôt le film et qui dure 17 minutes. Alors c'était vraiment le big production number du film. Il a coûté plus de 500 000 $ à lui seul. Pas mal quand même, hein. Mais on va voir que ça se voit, enfin... Oui, c'est pas perdu. Voilà, c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. Donc ce ballet, il s'inscrit dans la tradition, on en a déjà un peu parlé, des Dream Ballets, qui vont exprimer métaphoriquement par la danse la situation des personnages. En l'occurrence, là, on a Jerry qui poursuit Liz, qui va lui échapper systématiquement. Donc c'est une tradition qu'on retrouve autant à Broadway, par exemple dans Oklahoma en 43, qui est, on va dire, le premier gros ballet de comédie musicale, donc qui durait 15 minutes. Donc autant à Broadway que à Hollywood, puisque Kelly l'avait notamment expérimenté dans On the Town l'année d'avant. Oui, et relativement peu de temps après que ce soit introduit au théâtre, finalement. C'est vrai. Et c'était vraiment pas gagné pour On the Town, parce que là, c'était vraiment une volonté de Kelly, mais tout le monde trouvait que ça servait à rien, que ça répétait l'intrigue. Ça, pour le coup, ça a vraiment failli être coupé au montage, mais il y a eu plutôt des commentaires positifs lors des previews, et donc c'est resté. Il a eu raison, parce que j'imagine qu'après, ça a permis d'en faire d'autres dans d'autres films. Il y en a eu après Un Américain Paris, évidemment, le Broadway Ballet de Chantons sous la pluie en 52, et puis le ballet de Tous en scène en 53, dont j'oublie le nom, Girl Hunt. Girl Hunt. Et donc, comme pour le ballet de On the Town, le ballet d'Un Américain à Paris a été un peu critiqué, en fait, par les producteurs, les gens de la MGM qui comprennent rien à l'art. Ils voulaient le virer parce que c'était trop cher, mais là, pour le coup... Arthur Freed s'est vraiment battu et il a été soutenu par Louis B. Mayer, donc le chef de la MGM. Et en effet, on peut dire que sans ce ballet, le film serait quand même sympa, mais voilà, un peu plus anecdotique, quoi. Ouais, c'est vraiment le ballet qui fait tout. Parce que même en termes de résolution de l'intrigue, moi j'ai été surprise par combien c'était... Enfin, l'intrigue est vraiment très mince, en fait. Oui, bien sûr. Encore une fois, les comédies musicales ne s'illustrent pas par la complexité des enjeux, mais là, c'est vraiment limite indigence, en cette grande scène finale. On est d'accord. Et donc, dans ce grand ballet final, on va passer de décor en décor en suivant le personnage de Kelly, qui, en gros, régulièrement tombe sur Leslie Caron, mais la perd à chaque fois, elle disparaît du décor. Donc on va alterner plusieurs styles de danse, dont un moment très claquette, puis plus tard un pas de deux romantique, la très très belle scène de nuit sur la fontaine. C'est un ballet dont la particularité est que ça rend hommage à des peintres français ou ayant travaillé en France, donc Dufy, Renoir, Utrillo, Rousseau, Van Gogh et Toulouse-Lautrec. Les décors peints sont inspirés, parce que c'est très très stylisé évidemment, il n'y a rien de réaliste dans ce ballet, tous les décors sont peints. Et ces décors peints sont inspirés de l'œuvre de ces peintres que je viens de citer. Des fois on est vraiment simplement à la manière d'eux, donc on retrouve certains motifs, comme les plantes au fond de la scène qui fait hommage au douanier Rousseau, et parfois c'est carrément des recréations de tableaux, comme la séquence dont je voulais parler, qui montre le danseur Chocolat. Oui, alors donc c'est un tableau de Toulouse-Lautrec,
qui s'appelle Chocolat dansant. Donc Chocolat, c'était un clown noir qui était célèbre dans le Paris de la Belle Époque. Un film d'ailleurs lui a été consacré il y a quelques années avec Omar Sy dans le rôle principal. Et donc c'est un tableau où on voit Chocolat en train de danser. Et donc dans le ballet, on donne vie à ce personnage de Chocolat. Oui, parce qu'il y a vraiment une surimpression entre un dessin tout à du fait. tableau et... Ouais, et Gene Kelly apparaît par-dessus. C'est une position qu'on reconnaît assez facilement où il a le bras levé. Cambré. Voilà, très cambré avec un bras levé au-dessus de sa tête. C'est intéressant parce qu'il crée une chorégraphie à partir de cette position qui revient plusieurs fois dans la danse. C'est vraiment très beau. Je me suis fait la réflexion, comme on parlait tout à l'heure des autres ballets finaux de la Freudianite, c'est que finalement c'est à chaque fois l'histoire d'un gars qui danse parce qu'il perd une meuf. Que dans... Ah oui. Dans Girl Hunt, littéralement. Dans The Town, c'est sa découverte, puis après le fait qu'il ait perdu Miss Turnstile, et bon aussi un petit peu dans The Broadway Melody, où il voit le personnage de Sid Charisse, et après il Elle la lui recherche. échappe. Heureusement que les femmes sont là pour donner aux hommes de comédie musicale l'occasion de danser et de les chercher, parce que... Et voilà, je voulais simplement mentionner, dans le registre de l'hommage, que le final du film La La Land est clairement inspiré du ballet d'un Américain à Paris, avec des personnages qui circulent dans des décors peints volontairement artificiels, et notamment, évidemment, dans la partie qui se déroule au sein du ballet final de La La Land à Paris. Sur la réception du film, donc la réception contemporaine du film, ça a été un énorme succès en salle, 8 millions de dollars de recettes, et aussi un succès de prestige pour le studio, puisque le film a remporté 8 nominations aux Oscars, et a gagné 6 d'entre eux pour le Oscar du meilleur film, décor, photo, musique, scénario et costume. Et d'ailleurs, on l'avait déjà mentionné lors de notre épisode consacré à Chantons sous la pluie, parce qu'après Chantons sous la pluie va être vraiment produit dans la foulée d'Un Américain à Paris, c'est que le succès de Chantons sous la pluie ne va pas être aussi grand que celui d'Un Américain à Paris. Pas aux Oscars en tout cas. Alors qu'aujourd'hui c'est quand même le film qu'on retient, Chantons sous la pluie, à l'époque il était presque dans l'ombre du précédent, Un Américain à Paris. Moi je me souviens aussi dans la biographie de Minnelli, je crois qu'il raconte un gentil mot de Judy Garland qui le félicitait pour Un Américain à Paris alors qu'il venait de se séparer à l'époque, et qu'il a dit j'ai vu ton film, il est très beau. Judy. Oh là là, quelle classe. Alors Fanny, tu voulais nous parler un peu de ce que racontent les spectateurs contemporains du film dans les preview cards. Mais qu'est-ce que c'est les preview cards ? C'est ces fameux commentaires de spectateurs qui sont rédigés à l'issue de ces fameuses projections tests, et donc les spectateurs peuvent laisser leur avis sur le film qu'ils viennent de voir, et donc film qui n'est pas encore tout à fait dans sa version finale, puisque comme on l'a déjà dit, des numéros peuvent passer à la trappe, ou d'autres scènes être refilmées. En fonction de ce que disent parfois les spectateurs. Oui, tout à fait, ça peut parfois décider du sort funeste d'un numéro. Il y a deux choses qui étaient revenues, qui m'ont semblé intéressantes à propos de ce film. D'une part, c'est ce fameux mélange entre les registres nobles et populaires. C'est vraiment quelque chose qui va être valorisé pour un Américain à Paris, alors que ça ne l'avait pas été du tout pour Le Pirate. C'est injuste. Qui était donc aussi un film de Minnelli. Pour le coup, on est en plus sur une enquête réalisée par la même société, sur un échantillon comparable, donc je pense qu'on peut vraiment comparer les deux résultats. Et que, alors que Le Pirate avait été jugé prétentieux, alambiqué, trop stylisé, et c'est pas du tout des critiques qu'on fait à Un Américain à Paris, alors que ça pourrait, parce qu'on est un peu aussi dans la même esthétique, on est aussi sur une esthétique un peu fantasmagorique de Minnelli. C'est notamment le sérieux du ballet et de la danse classique qui est loué par les spectateurs. J'ai par exemple un commentaire, donc je cite « Porter à l'écran ce type de ballet sérieux et artistique est une excellente idée » ou encore « J'aimerais voir davantage ce type d'art sérieux dans ces films de type ballet musical ». Donc vraiment, cette idée de faire un grand ballet classique est encore une fois bien reçue. Autre chose qui m'a paru intéressante à propos d'Un Américain à Paris, c'est que déjà à l'époque, donc au tout début des années 50, c'est vu comme un film de prestige dont ce qu'on appelle la haute valeur ajoutée en production permettrait de contrer la concurrence alors balbutiante de la télévision, puisque de leur propre chef, encore une fois, des spectateurs écrivent des choses comme « Davantage de films de ce calibre résoudrait probablement vos problèmes de fréquentation. Les films n'auront rien à craindre de la télévision lorsque vous fabriquez du merveilleux divertissement comme celui-ci. S'il y avait plus de films comme celui-ci, les gens ne regarderaient plus la télévision. » Ou encore « Cela va tuer la télévision. » La prophétie de ce spectateur ne s'est pas réalisée, mais c'était bien tenté.
Maintenant que nous avons presque tout dit sur le film Un Américain à Paris de Vincente Minnelli, nous allons pouvoir parler de la pièce qui en a été adaptée de nombreuses années après, en 2014. Oui, alors donc c'est une pièce qui a été créée en France, donc une création Cocorico du Théâtre du Châtelet à partir du film de Minnelli. Donc une comédie musicale mise en scène par Christopher Wheeldon, qui est avant tout chorégraphe, et à partir d'un livret de Craig Lucas. C'est une production française, Cocorico, qui ensuite a connu un très gros succès à l'étranger, puisqu'elle a été transférée à Broadway, donc au Palace, pour la saison 2015-2016. Elle a remporté 12 nominations aux Tony en 2015, avant d'être transférée à Londres en 2017. Donc c'est vraiment très rare en fait qu'un spectacle de création française parte comme ça à Broadway puis dans le West End pour remporter un tel succès. Et donc nous revient là, fin 2019, dans le théâtre où il a été créé. On va parler de la production du Châtelet, puisque c'est celle qu'on a vue à l'époque, parce qu'apparemment il y a eu quelques changements lors du transfert à Broadway. Bon, c'est souvent le cas, hein, mais on ne connaît pas ces changements. Voilà, on ne pourra pas en parler. Et donc, Anna, tu t'es intéressée, comme souvent, à la question des adaptations. Alors cette fois, pas de la scène à l'écran, mais de l'écran à la scène. Exactement. Qu'est-ce qu'ils ont donc bien pu modifier dans cette intrigue d'Un Américain à Paris qui était effectivement largement perfectible, nous l'avons dit. Il y a un changement dès le début de la pièce, en fait, une introduction, on va dire, assez intéressante, même si ça va pas très loin, qui place encore plus concrètement que dans le film le récit dans le contexte de l'immédiat après-guerre. On voit vraiment Jerry revenir de la guerre, Moi, en fait, j'ai trouvé ça assez bébête, avec une sorte d'exotisme français excessif. On commence quand même avec la patrouille de France qui nous fait les drapeaux français en fumigène. Enfin, je sais pas, c'est un peu étrange. Bon, bien sûr, cet exotisme, c'était largement le cas dans le film de 51, mais je sais pas, je pense que c'était aussi l'idée de le voir à Paris, de voir une production française qui était déjà exotique, mais en fait qu'il était sans doute aussi parce que c'était dans la perspective du transfert à Broadway. Donc c'était déjà pour les Américains. Ouais, ça m'a mis un peu mal à l'aise. Autre modification, truc quand même très bizarre, ils ont modifié le nom de famille de 2 des personnages, puisque Lise, qui s'appelait Bouvier dans le film, est devenue Dassin. Alors là, j'ai pas compris la raison pour laquelle. Dassin, c'est typiquement français aux yeux des Américains. Bah, justement, ça l'est moins que Bouvier. Ok, Bouvier, c'est pas super classe, mais à part ça... Ouais. Je sais pas. Et alors, Adam Cook est devenu Hochberg. Alors là, pour le coup, est-ce que c'était pour ajouter le fait que c'était un personnage juif mais comme c'est jamais vraiment mentionné, je suis pas persuadée. Je me souviens pas qu'il y avait une allusion particulière à ça. Donc ça, c'était le changement des noms des personnages, mais sinon, pour ce qui est de l'intrigue et de la caractérisation des personnages, le personnage de Lise, ici dans cette version, est danseuse professionnelle. Elle est aussi vendeuse dans une boutique de parfums, comme elle l'était déjà dans le film, mais dans la pièce, elle a aussi cette ambition de devenir danseuse. Au début de la pièce, elle passe une audition pour entrer dans je sais plus quel ballet. Évidemment, ça facilite, ça renforce, on va dire, l'aspect backstage de la pièce. On a autre élément qui se raccroche aussi à la question du backstage, c'est qu'on a le rajout de personnages des parents de Henri Borel, et notamment de sa mère, moi je me souviens surtout, puisque les parents de Henri sont de riches industriels, et en fait Henri chante en cachette, il veut faire une carrière de chanteur de cabaret, mais il ose pas trop le dire à ses parents parce que eux ils veulent qu'ils prennent leur suite, comme un truc classique, hein. Et donc il ne leur parle pas de ses projets, on va dire, artistiques, et seulement à la fin, il finit par leur dire « mais je veux être chanteur », etc. Les parents acceptent. Et donc on a un truc où le personnage d'Henri est en fait considérablement rajeuni par rapport au statut qu'il avait dans le film. Même si Guattari était plus jeune que Gene Kelly, etc., qu'en fait il avait 35 ans, mais dans le film il était censé quand même être un chanteur assez installé, assez connu, qui était un peu plus âgé que les autres, etc., et ce qui s'est pas spécialement retrouvé dans la pièce. Autre modification, là pour le coup qui m'avait pas trop plu, c'est que dans cette version, le personnage d'Adam, lui aussi est amoureux de Lise, ça fait quand même beaucoup. 3 prétendants pour Lise, ça fait peut-être, un peu too much. J'imagine que c'était pour trouver des trucs à faire à Adam dans la pièce. C'est vrai que dans le film, à part observer ce qui se passe, c'est vrai qu'il fait pas grand-chose, mais c'est ça qui est amusant dans ce personnage aussi. Ouais. C'est qu'il observe avec un regard un peu amusé et un peu critique. Là, ils ont voulu plus l'investir au sein de l'intrigue.
Ça lui permet aussi d'avoir plus de chansons parce qu'évidemment on pouvait pas lui faire le concerto en fa majeur avec où il jouait tous les rôles, hein, puisque bon, les chansons de Gershwin sont pour la plupart des chansons d'amour, c'était assez facile de l'intégrer à ce répertoire-là. Du coup, il apparaît dans Wonderful, qui devient du coup un trio à 3 hommes amoureux de la même femme. Un peu too much. Petit regret, mais qui était évident, c'est que dans I Got Rhythm, on n'a plus les enfants, hein. Parce que bon, on n'allait pas faire venir 20 enfants sur scène pour un seul numéro tous les soirs au théâtre, ce n'est pas possible. Donc du coup, I Got Rhythm devient un trio entre les 3 amis, pareil, dans le café, avec l'ensemble qui danse avec eux. Alors moi j'ai juste un souvenir de numéro, un souvenir assez vague mais qui pourtant m'avait bien plu à l'époque, c'était le numéro en fait dans la boutique où travaille Liz, qui dans mon souvenir encore une fois était un grand numéro d'ensemble dansé et plutôt chouette, mais malheureusement je ne pourrais pas vous en dire plus parce que mon souvenir est très très diffus. Et alors, pour ce qui est des chansons, comme souvent, on a plus de chansons dans la pièce... Sur scène qu'au cinéma. Exactement. Donc, on a ajout de morceaux de Gershwin qui n'étaient pas présents dans le film original, comme des chansons très célèbres que sont The Man I Love, But Not For Me, ou encore They Can't Take That Away From Me. Mais à l'inverse, on a disparition de By Strauss, qui est effectivement un numéro un peu compliqué à intégrer. Et déjà, je comprends pas pourquoi dans le film, ils ont eu l'idée d'intégrer cette chanson. En fait, il l'explique en disant que c'est la volonté de Kelly de trouver un numéro où il danse avec une vieille. Quand tu penses à danser avec une vieille, tu penses à la valse. Quand tu penses à la valse, tu penses à Strauss. C'était dans ce sens-là. Ok, bon, bah alors du coup, ça explique que dans la pièce, ils se sont dit, bon, bah non. Et ils ont aussi enlevé Tralala, et même ils ont enlevé Our Love Is Here To Stay. Alors là, vraiment... Pour les 2 premiers, ça me semble pas logique, parce Non. que comme c'est des numéros plutôt comiques, c'est des trucs qui avaient sans doute un peu mal vieilli ou qui repensaient beaucoup sur la personnalité et la persona des acteurs, et du coup, bon, sur scène, c'est moins à propos. Autre modification, c'est que le personnage de Milo chante. Elle chante même plusieurs chansons, enfin. Un personnage un peu incarné. Exactement, donc je trouve évidemment que c'est un bon choix, et c'est un choix qui est souvent fait en fait dans les adaptations de films sur scène. On rajoute des chansons, et notamment on rajoute des chansons pour les personnages qui n'en avaient pas à l'origine dans le film. On a déjà parlé de cet aspect-là à propos de Lina Lamont dans Chantons sous la pluie, qui a droit à une chanson dans la version scénique. Voilà, l'idée de prendre un peu plus de temps pour donner une voix à chaque personnage, y compris les personnages secondaires. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a vraiment une différence là de médium entre le cinéma et le théâtre. Parce qu'à l'inverse, dans les adaptations cinématographiques de musicals scéniques, souvent, on se fait squeezer les chansons de personnages secondaires qui ne sont pas indispensables. Par exemple, dans La Mélodie du Bonheur, la pauvre Baronne, qui est un très très beau personnage, son duo avec Max, qui lui non plus d'ailleurs n'a pas d'autres chansons, est supprimé. Ou encore, dans Little Shop of Horrors, dont on vous a parlé il y a peu, le propriétaire de la boutique, pareil, sa chanson disparaît entre la version scénique et la version cinéma. Mais pourquoi ? Pourquoi on enlève des chansons comme ça aux gens ? C'est pas gentil. Alors bon, simplement, souvent un film, c'est souvent un peu plus court qu'une pièce de théâtre, donc il faut raccourcir. Simplement. Mais c'est une vraie question que je me pose et je trouve que c'est très frappant. Voilà, il y a plus de chansons sur scène et plus de personnages différents qui ont des chansons que dans la version cinéma. Et bien sur ce, Anna, je pense qu'on a pas mal parlé du coup d'Un Américain à Paris, beaucoup du film, un peu de la pièce. Peut-être aurons-nous l'occasion de la revoir pour nous rafraîchir la mémoire. Effectivement. À l'occasion de sa reprise au Théâtre du Châtelet du 28 novembre au 1er janvier. Il nous reste à remercier nos partenaires Tony Comédie et l'Écran Pop. Et de vous dire de ne pas hésiter à commenter nos épisodes, à liker aussi notre page Facebook et à nous proposer des sujets pour nos nouvelles émissions, parce qu'on est toujours très preneuse de vos suggestions. À partager, à aller sur notre site, voir toutes les petites choses qu'on vous met en plus pour chaque épisode, les références. Les compléments qu'on vous donnera sur l'épisode, ils seront soigneusement postés. Et il ne nous reste qu'à vous dire à bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. Salut, salut!